Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement au Liban et je souhaite faire à mon échelle évoluer un petit peu les mentalités en postant sur cette chaîne-là des contenus de sujets dont je pense on ne parle pas assez et pourtant qui sont très importants, à commencer par le féminisme. J'ai donc eu la chance d'interviewer Carmen Boustany, qui est une spécialiste du féminisme depuis plus de 35 ans. Elle a notamment écrit les ouvrages Oralité et gestualité, des femmes et de l'écriture, aux frontières des deux genres. Donc je vous en dis pas plus, mais bon voilà, directement, bon visionnage. Carmen Boustany, vous êtes une écrivaine libanaise qui a fait ses études à l'université libanaise de Beyrouth et à l'université Lumière Lyon 2, et vous avez obtenu un doctorat en lettres. Vous êtes également diplômée de sémiolinguistique de la Sorbonne Nouvelle à Paris 3. Donc la sémiolinguistique, c'est la science pour apprendre comment on communique et comment mieux communiquer avec les gens, c'est bien ça? Oui, c'est la science qui étudie les signes dans la vie sociale. Les signes dans la vie sociale, d'accord. Vous avez un exemple, par exemple, pour qu'on comprenne un peu mieux ce que c'est? Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur le corps, les Ah, signes du corps, la gestualité, le vestimentaire, les couleurs. Mais il y a la sémiologie en médecine, il y a en architecture, d'accord, ça s'applique partout. d'accord, ok. Vous êtes également spécialiste de l'écrivaine libanaise André Chédid, qui elle aussi est une auteure libanaise, sur laquelle vous avez carrément publié un volume, et vous êtes aussi membre du comité de lecture de la revue Siméon. Vous êtes directrice de la revue des lettres et de traduction de l'Université Saint-Esprit au Liban. Et dans vos romans, vous explorez la condition de la femme et l'importance du langage, souvent dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Euh, Vos héroïnes sont souvent des femmes fortes et indépendantes qui luttent pour une culture de l'entente plutôt que de la discorde. Merci. Alors, je vais commencer directement avec la première C'est-à-dire, question. tout Mhm. ce que j'ai écrit, ça tourne autour de la femme et du langage, puisque j'ai pas mal d'essais, mes essais, ça tourne autour de la différence sexuelle, de l'égalité homme-femme, et aussi bien que mes romans, comme vous venez de le dire, et mes biographies. J'ai consacré cette biographie à André Chédid, qui a été une grande amie à moi, que j'ai une amitié de 25 ans. Et puis à Colette, c'est une biographie intellectuelle que j'ai intitulée L'écriture corps chez Colette. D'accord, ok. Je fais partie du Parlement des femmes francophones, Oh, ok. qu'on a reçu des écrivaines francophones, qu'on a reçu à Beyrouth durant le festival du livre français. Il y avait 16 qui sont venus et vraiment leur présence était très importante pour ce festival. D'accord, ok. Vous venez de citer la différence entre les sexes. Quand vous dites ça, vous parlez de quelle différence? La différence physique ou la différence, comment dirais-je, légale? Ou les deux? C'est-à-dire, la différence physique, parce que sur le plan biologique, on est différent, mais on n'est pas différent, c'est-à-dire on est inférieur, Mhm, comme le régime patriarcal nous a considérés. mhm. Donc moi, je travaille sur une égalité dans la différence. On est différent, mais on est égal. Et dans le mot égalité, ça englobe l'égalité politique, l'égalité sociale, l'égalité des droits civils. Enfin, c'est tout un tout. C'est-à-dire, c'est donner une autonomie à la femme que, que la société patriarcale ne lui a pas donnée. D'accord. Ok. Alors, j'ai une première question. Est-ce que vous pourriez me définir le patriarcat? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est sympa comme question. Le patriarcat, c'est, pour revenir à l'origine étymologique, ça vient de père, Ok. pater. C'est le règne des pères. C'est à travers tous ces siècles, la société a été gouvernée par l'homme, par le masculin. Et la femme a été considérée comme subalterne. Donc l'homme, c'est le maître dans l'intime, c'est le maître dans la famille, dans le social, dans le politique. À la femme, il a attribué la sphère du privé, c'est-à-dire le foyer et les enfants.
et lui, la sphère publique. La femme était presque inexistante sans l'homme. Elle était sous sa tutelle. Et elle était à la fois une femme objet pour satisfaire ses besoins et pour procréer, pour assurer la continuité de l'espèce. Et l'homme se considérait le supérieur, on l'a appelé le premier sexe, il s'est appelé le premier sexe, et la femme le deuxième sexe. Et il considère que ce deuxième sexe ne possède pas ce que la nature a qualifié pour le premier sexe. Et je trouve cette citation très sympathique de Mirbeau, qui au début du siècle dit « La femme n'est pas un cerveau, elle est un sexe et c'est bien plus beau ». Donc c'est comme ça la femme, elle était vue, un objet sexuel. Et comme avec le temps, les femmes ont commencé à réclamer une certaine indépendance, une éducation, et avec cette recherche-là, elle a trouvé la référence, c'est l'homme. Donc, ils ont commencé au 19e siècle, au début du siècle, à imiter l'homme, à s'habiller comme un homme, à écrire, puisque c'est le champ littéraire qui est le plus symbolique dans cette distinction des sexes, la différence des sexes. Elle a commencé à écrire comme un homme. Je peux citer, elles sont nombreuses, mais la plus célèbre, c'est George Sand. Et Isabelle Eberhardt, qui écrivait, se considérait comme un homme, et qui écrivait sa correspondance avec un jeu au masculin. Il s'accordait au masculin et il s'habillait en prince arabe. Donc ça, c'était la mode. Et les femmes prenaient des pseudonymes masculins. Puisque George Sand, c'est Aurore Dupin. Elle a pris le nom de George Sand. Et écrit sous des pseudonymes masculins donnait à la femme une certaine notoriété. Puisque si elle va signer ses livres par son nom de femme, les hommes ne prenaient pas, ils disaient « Ah, c'est de la littérature pour dames ». Et on les appelait les bas bleus, on se moquait des femmes. Et nous n'avons qu'à citer les femmes savantes de Molière. Donc une femme, comme si la femme n'avait pas le droit de penser, de réfléchir. Et ceci aussi, même avec la psychanalyse, le père de la psychanalyse avec Freud, il considère que c'est le primat du phallus, c'est l'homme le premier, et la femme, elle est amoindrie, c'est le manque, parce qu'elle est castrée. Donc c'est ça, Freud. Et bien entendu, ça a renforcé de plus en plus le système patriarcal. Et moi, je me demande, d'où ce règne des hommes? Pourquoi les hommes se sont imposés comme ça à travers les siècles et d'une manière si forte? À mon avis, ceci revient au fait que la femme, elle peut donner une fille, mais l'homme ne peut pas donner un fils. Donc ça remonte à la procréation. Où l'homme, qui se voit si important, il a quand même une blessure narcissique que lui, il ne peut pas procréer. Alors, pour se venger de la femme par jalousie, il va la confiner dans la famille, la sphère privée. Elle est là pour procréer et lui pour produire. J'entends par produire, c'est-à-dire par créer, comme si la création était interdite aux femmes. Alors, c'est ça ma manière de voir le patriarcat. Et j'espère que ce patriarcat, parce que maintenant, avec les mouvements féministes, la femme s'est bien imposée, il y a toujours à faire, mais dans les pays occidentaux, il y a une belle évolution, de sorte que maintenant, avant, les femmes voulaient imiter les hommes, maintenant c'est les hommes qui veulent imiter la femme. Et on voit que l'homme se féminise de plus en plus. Donc cette virilité affichée, les hommes ne l'affichent plus aujourd'hui. Et c'est en Orient, ici, le Moyen-Orient, où la vitalité est encore très marquée. Et ça marque aussi la dégradation de la culture au Moyen-Orient, puisque la place donnée à la femme,
c'est un trait de civilisation. Dans les pays où on respecte la femme, la société évolue, puisque c'est la femme qui éduque les enfants. Et c'est elle, c'est l'autre moitié. Alors l'homme n'est pas, lui, l'unique. Il y a un et deux. La société est faite de féminin et masculin. Alors maintenant, la nouvelle génération comme vous, par exemple, s'intéresse à la femme. Et moi, je trouve que c'est fabuleux que vous venez m'interviewer sur le féminisme, un jeune homme comme vous. C'est génial, un Libanais comme vous. Donc, ça fait espérer dans les générations à venir. Vous avez parlé du patriarcat, de son origine. Elle reviendrait d'une blessure de type plutôt narcissique. Est-ce que vous auriez également une origine temporelle? Est-ce que le patriarcat, un jour, il est apparu dans l'histoire ou il est là depuis le début? Non, au début, c'était, c'est-à-dire, peut-être il y avait plus d'égalité au début, puisque les femmes sortaient travailler dans les champs et tout, et l'homme allait chasser. Et puis, avec la société, sur le plan économique, lorsqu'on a commencé à constituer une société, alors l'homme, il a voulu régner. D'accord. Ok. On a défini le patriarcat et vous avez donc parlé de féminisme. Est-ce que vous pouvez donc définir ce qu'est le féminisme? Oui, bien entendu, je peux citer l'expression si célèbre de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, dans le deuxième sexe. Ça, c'est une manière de dire que la femme ne naît pas inférieure, c'est la société qui la rend inférieure, on le devient. Et les mouvements féministes, ils sont nés à travers le siècle face à l'oppression des hommes. Les hommes oppressaient les femmes. Il y avait une violence à l'égard de la femme. Elle était maltraitée, elle était parfois violée. Il y avait sur le plan sexuel une violence inadmissible. Et sur le plan des rapports familiaux. Et tout lui revient, toutes les erreurs et les fautes, elle est fautive de tout, dans l'éducation des enfants en tout. Donc, il n'y avait aucune collaboration dans le couple. Il n'y avait pas une vraie vie de couple. Mais même dans les hautes sociétés à travers les siècles, il y a, en France par exemple, il y avait l'épouse, mais il y avait l'amante, depuis la maîtresse, depuis les premières semaines du mariage. Elle prenait un amant et lui une amante. Donc il n'y avait pas réellement une vie du couple. Ou bien, il y avait le poids de l'Église qui était très fort, et comme par exemple au Québec. Au Québec, il y a eu une révolution, on l'appelle la Révolution tranquille, bien avant l'Europe, contre l'Église, parce qu'ils voulaient peupler le Québec et les hommes ne faisaient qu'engraisser leurs femmes. Les femmes, ils avaient des familles. Moi, je connais une femme de lettres, maintenant, elle est toujours au Québec. Elle est d'une fratrie de 20 personnes. Alors les femmes ne pouvaient plus enfanter. Elle allait se plaindre au prêtre, et le prêtre la grondait et l'obligeait, il lui disait non, il faut se soumettre à la volonté du mari. Alors il y a eu cette révolution tranquille. Mais bien avant la Révolution tranquille, à travers les siècles, il y a toujours eu des mouvements féministes. Au départ, étaient bien sûr plus timides qu'après. Au début du siècle, en 1900, il y a eu déjà un bon noyau de féminisme où les femmes réclament leurs droits. Donc la femme, elle se dit, je ne suis pas seulement faite pour procréer, mais je dois avoir mes droits, je suis un être autonome, je veux ma liberté. Moi, je veux être libre. Et il faut attendre 1972, le MLF, Mouvement de libération des femmes, après mai 68. Et là, c'était le grand boom. Alors là, les femmes se sont vraiment affirmées. Et je pense que aujourd'hui, les faveurs, que ce soit hommes ou femmes, les faveurs
les hommes profitent et les jeunes filles profitent, c'est grâce au MLF. Et le MLF, après le MLF, le mouvement féministe se divise pour moi en trois courants. Un courant qui est universaliste, c'est-à-dire que l'homme, c'est lui la référence. Comme il était au début, c'est lui la référence. Bien que ce sont des féministes qui... Et elles veulent que la femme évolue, devient égale à cette référence. On commence à s'intéresser à l'écriture des femmes et on commence aussi à faire valoir leur écrit, parce qu'avant, même si elle était pour publier, personne ne lisait ses livres si elle est signée par une femme. Et il y a un second courant qui est le courant essentialiste, c'est-à-dire il n'y a plus uniquement le masculin qui est la référence, mais il y a féminin-masculin. Comme le féminin existe, donc la femme existe, puisque masculin se rapporte à l'homme, féminin se rapporte à la femme. Bien que il y a du féminin dans l'homme, la bisexualité, et il y a du masculin en la femme, mais la dominante, moi je parle sur le plan de vue dominant, et on a commencé à dire l'écriture n'est pas neutre, c'est-à-dire, puisque l'homme disait l'écriture est neutre, il englobait le féminin, l'écriture est neutre. Alors il disait non, l'écriture n'est pas neutre, il y a du féminin dans l'écriture, et il commençait à parler d'écriture féminine. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur, d'ailleurs, ma thèse d'État, j'ai 2 thèses à Lyon, de lettres. Après, j'ai fait de la sémiolinguistique à la Sorbonne. La deuxième thèse à Lyon, ma thèse d'État, est sur l'écriture féminine et le roman féminin chez Colette. J'ai travaillé beaucoup Colette. Et c'était à cette époque-là, dans les années 80, 90, c'était beaucoup la mode de l'écriture féminine en France. Et le premier livre qui a eu beaucoup de succès, Annie Leclerc, c'était Paroles de femme. Que la femme, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par parole de femme? La femme, elle a une parole, on doit l'entendre, elle doit se faire entendre par les hommes. Donc, c'était un changement de tout le champ symbolique. Tout le champ symbolique a changé. Et puis, il y a eu un troisième courant dans ce féminisme qui était dirigé par Luce Irigaray, Françoise Collin, par Derrida surtout, Jacques Derrida, le philosophe, qui disait que le féminin, il n'est pas uniquement la spécificité de la femme, le féminin, on peut le trouver chez l'homme aussi. Donc, les hommes se sont appropriés le féminin. Donc, c'est féminin, masculin. On n'est plus dans le neutre, on est dans ni un, ni l'un, ni l'autre. On a un courant, un, c'est le masculin, un courant, les deux, c'est masculin, féminin, et un courant, ni l'un, ni l'autre, c'est-à-dire ni homme, ni femme, on étudie féminin, masculin en tant que dimension dans l'écriture. Ce qui va aboutir au gender. Le gender, c'est, comme l'a dit Simone de Beauvoir, c'est-à-dire la femme n'est pas biologique, rattachée au biologique, mais elle est rattachée au social, sa condition est rattachée au social. Et c'est John Scott en Amérique qui va, elle, lancer ce courant du gender. Et qu'on étudie maintenant partout le gender. D'ailleurs, maintenant, moi je l'ai enseigné à partir des années 82. Je l'ai introduit à la faculté des lettres de l'université libanaise. J'étais la seule à l'enseigner, puisque vu ma spécialité, c'est dans mes spécialités. Et je dirige jusqu'à présent des thèses sur le sujet. Il y a déjà pas mal de doctorants et qui ont déjà terminé et qui enseignent au Liban ou ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui voyagent, qui s'installent ailleurs, sur la théorie du gender. Mais le gender, il va lui-même évoluer. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise évolution. Il va évoluer vers le genre trouble avec Judith Butler, l'américaine, c'est-à-dire
l'ignorance, le rejet de tout ce qui est sexuel. Et maintenant, il y a un courant qu'on l'appelle le non-binaire, c'est-à-dire ces jeunes qui ne veulent plus du tout entendre de sexualité, ni de masculin, ni de féminin. D'ailleurs, en Suède, on est en train d'enseigner ça dans les écoles. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, ce courant-là. D'ailleurs, dernièrement, j'étais à un colloque à Toulouse que nous avons organisé sur le Liban. Et il y avait un collègue à l'INALCO à Paris qui m'a raconté que dans son séminaire, les filles ne veulent plus s'appeler par exemple Chantal, Mireille, des noms de femmes, des noms de filles. Elles ont adopté des noms asexués. Elles s'appellent, la majorité aime le mot Camille. Il m'a dit, je trouve, avec dans mon séminaire, avec un bon nombre de Camille, pour les distinguer, il les appelle Camille 1, Camille 2, Camille 3. Donc moi je dis, dommage, il n'y a plus cette distinction, il n'y a plus ce jeu de séduction comme dans notre génération. C'est-à-dire la guerre des sexes n'aura plus lieu. Ok. Voilà. Ok. Ok, et est-ce que vous vous identifiez plus à un mouvement féministe, un des trois que vous avez cités, ou un peu des trois? Non, moi je m'identifie surtout d'ailleurs, toutes mes recherches, et j'ai lutté pour ça, j'ai enseigné. C'est la différence, égalité dans la différence. Égalité dans la différence, d'accord. Au Liban, est-ce que vous pensez que les infrastructures sanitaires actuelles, elles sont suffisantes pour accompagner correctement les femmes dans leur parcours de santé? Moi je disais, je peux dire cette question, elle concerne hommes et femmes, parce que on a des infrastructures abominables, inimaginables. On a une pollution qui n'existe dans aucun pays du monde. Un niveau de cancer de plus en plus élevé. On va devenir le pavillon des cancéreux. Et l'État, avec maintenant son inexistence, je ne sais pas. Alors, je ne trouve pas de remède à cette infrastructure qui est due en partie aussi à tous ces réfugiés en quantité énorme qu'on a accueillis et que le Liban, ce petit pays, ne peut pas contenir tout ce nombre de réfugiés. D'accord. Est-ce que la loi au Liban, elle donne les mêmes droits aux femmes et aux hommes? Non, bien sûr que non. Non. C'est-à-dire, si on remonte à notre constitution, l'article 7, il dit que tous les Libanais sont égaux en droit sur le plan civil et politique. Mais les gouverneurs n'ont jamais appliqué ça, ça ne les arrange pas. Et c'est pour cela qu'on n'est pas du tout égaux. On n'est pas du tout égaux, premièrement sur le plan salarial, à salaire égal. Il n'y a pas de travail égal à salaire égal. Les hommes sont toujours plus rémunérés que les femmes. Et sur le plan politique, les femmes ne jouent presque pas grand-chose. On a quelques-unes comme ça, ou bien soutenues par des partis où elles n'ont pas une liberté de se mouvoir et de s'affirmer. Et elles sont très peu nombreuses. Vous voyez, le Parlement, ce sont des petits échantillons, les femmes. C'est franchement, on dit le Liban, maintenant je ne sais pas si on est encore un pays démocratique, mais pour un pays démocratique, il doit y avoir une parité, une présence féminine autant qu'une présence masculine. Et ce qui est vraiment très regrettable, parce que si on avait plus de femmes, peut-être on aurait eu moins de violence et moins de corruption. Puisque là, moi je trouve, c'est pas parce que je suis femme, mais il n'y a plus d'éthique chez la femme. Parce que c'est elle qui donne la naissance, elle donne la vie, et c'est elle qui élève les enfants. Donc si ça on ne peut pas généraliser, il peut y avoir des femmes corrompues, mais pas comme les hommes. Parce que la corruption au Liban, vraiment, c'est déjà de la honte, toute cette corruption. Et quelle image ça nous donne de ce pays à l'extérieur. Donc, la femme a pu acquérir certains droits, c'est-à-dire en 1953, elle a eu le droit de vote, elle ne l'avait pas avant, mais il faut dire en France, elle l'a eu après aussi.
non, elle a eu avant, en 45. Elle a eu le droit, une femme mariée, par exemple, de faire son passeport et de circuler librement. Avant, c'était interdit. Il n'y a pas loin, en 2017, il y a eu une loi pour les crimes d'honneur. On considère les crimes d'honneur comme un meurtre. Avant, c'était permis. Un frère, un père pouvait étrangler sa fille, la tuer. C'est pas chez nous, les chrétiens, mais chez les autres religions, c'était ça, c'était permis. Et comme si elle est la propriété privée du frère et du père. Et aussi, il y a une loi contre la violence contre la femme. Mais il y a une loi qui devait être, qui n'est pas encore faite, c'est de considérer le viol conjugal, contre le viol conjugal. Alors en Europe, il y a déjà cette loi-là, mais nous, on est parmi les pays qui ne l'ont pas encore. Il y a, mais il y a des lois essentielles que la femme n'a pas, c'est transmettre sa nationalité à son mari, son époux s'il est étranger, à ses enfants. Ça, c'est une loi aberrante, vraiment. Et moi, je fais partie d'une association qui a été créée par ma prof, Dr. Aman Sha'rani, اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة. Et on a travaillé beaucoup sur le droit de la femme à donner, à transmettre sa nationalité libanaise. Mais jusqu'à présent, on n'est pas parvenu. Vous avez fait une proposition de loi? On a fait des propositions de loi, on a fait des colloques sur ce sujet, on a beaucoup travaillé. On n'était pas les seuls, il y avait d'autres associations féministes aussi qui l'ont fait, mais au Parlement, il y en a qui étaient pour, mais la majorité était contre. Donc, ça prouve. Mais il y a aussi la loi de l'héritage dans la fratrie. Les frères ont toujours plus d'héritage que les sœurs. Et il y a le droit aussi d'une mère pour ouvrir un compte en banque à son enfant. Elle peut pas? Elle peut pas. Et pour un passeport, elle peut pas lui faire seule le passeport, il faut la présence du père. À deux. Il faut que... Peut-être ici, peut-être en cas de malentente dans le couple, le père a peur qu'elle prenne l'enfant et qu'elle s'en aille. Ouais. Donc non, on n'est pas du tout à égalité. Et moi, je pense que ça, c'est dû à ce qu'on n'a pas un état civil. Oui. Tout revient à ça. On est gouverné par les cours religieux et par les confessions. Donc on a plusieurs genres de lois, c'est comme une mosaïque. Et l'une contredit l'autre. Et on se perd avec tout ça. Il n'y a pas rien de civil. Et ça, à mon avis, ça revient au fait qu'il n'y a pas un sentiment patriotique. Un vrai sentiment patriotique au Liban, il n'y en a pas. Puisqu'on ne partage pas les mêmes lois, les mêmes droits. On est éclaté. On est dans l'éclatement. On n'est pas dans l'union, ce qui est vraiment regrettable. C'est à vous, les jeunes générations, de le faire. Oui. Actuellement, on est plus patriotique envers sa religion plutôt qu'envers notre pays, c'est ça? D'accord. Oui. Est-ce qu'au Liban, la culture, elle est un engrais aux stéréotypes de genre? Est-ce que la culture au Liban, elle encourage, est-ce que les hommes restent des hommes très forts, protecteurs, et que les femmes restent des femmes faibles, qui restent à la maison et qui continuent à faire leurs tâches de femmes? Est-ce que la culture libanaise, elle encourage ça depuis toujours ou pas? Non, je pense maintenant les choses ont bien changé. Et la femme libanaise, elle est forte de nature. Je peux vous donner un exemple. Dans les années 80, donc ça remonte à 42 ans, j'étais encore jeune, j'ai dirigé une collection, donc dans les années 90, j'ai dirigé une collection à Paris sur texte femmes. Et ma première autrice dans cette collection, c'était Françoise Collin.
dans un livre qui s'intitule Je partirai de mots sur les champs symboliques du féminisme. Elle a eu une signature au Salon du Livre à Beyrouth. Je l'ai invitée, elle a passé une semaine chez moi. Et elle m'a dit, Carmen, je suis sidérée par la force de la femme libanaise. Et que les hommes à côté sont falots. Et elle m'a attiré l'attention sur ça parce que je commençais, oui, la femme libanaise, vraiment, elle est forte. Et regardez, durant la guerre, ce qu'elle a enduré, cette femme libanaise, en tant qu'épouse, en tant que mère de famille. Et la femme libanaise, il y en a qui travaillent maintenant. Et comment elle doit concilier entre tout. Et maintenant, avec cette grande crise économique, ces pauvres mères, combien elles endurent. Non, moi, je salue la femme libanaise. Elle a tout mon respect. Et elle a toute mon admiration. Donc, malgré la différence légalement, femme-homme, culturellement, c'est bizarrement, paradoxalement, la femme est quand même elle est plus forte que ce qu'on s'attend par rapport à ce que la loi libanaise lui accorde. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire quels seraient les bienfaits d'une société paritaire à 100%? C'est le rêve. Parce qu'une société paritaire, c'est la paix, c'est l'égalité, c'est la liberté. Parce que dans des sociétés où les femmes n'ont rien, les hommes ont peu de liberté, contrairement à ce qu'on pense. Et Picabia disait, les femmes sont porteuses de ma liberté. Si les femmes sont libres, je suis libre. Ça veut dire ça. Donc c'est très important la parité. C'est très important de donner un rôle à la femme. Et je peux vous donner des exemples. Regardez dans ces pays civilisés où on a accordé une place à la femme. Regardez Angela Merkel, qu'est-ce qu'elle a fait. Mais elle est extraordinaire, cette femme. Alors je pense le jour où il y aura chez nous une présidente de la République, le Liban, la figure de notre pays changera beaucoup. Parce que pour moi, la femme n'est pas pour la violence. La femme, elle est pour l'amour. Elle est pour la paix. Elle est contre les guerres. Alors que les hommes, c'est la guerre, c'est les armes. L'arme de la femme, c'est l'amour. Et je trouve ça, c'est fabuleux. Vous venez de le dire justement, si la femme n'est pas libre, l'homme n'est pas libre non plus. Est-ce que les hommes, ils ont un intérêt à ce que la société devienne paritaire? C'est-à-dire, eux, consciemment, ils n'ont pas, parce qu'ils veulent être toujours le maître et avoir le mot, et eux gouverner. Mais les hommes de votre génération, ils vont chercher la parité. Parce qu'ils ont réalisé, comme c'est important, cette égalité homme-femme. D'ailleurs, je remarque dans les couples, mes neveux autour de moi, pas pour aller très loin, le rapport du couple a complètement changé. Il y a une entente superbe chez ces jeunes et qui s'entraident pour élever les enfants, comme ils travaillent les deux dehors, ils travaillent les deux à l'intérieur de la maison. Alors que de mon temps, c'était si un homme veut porter une assiette à la cuisine, ah non, non, il ne fallait pas, c'est un homme. Et moi, de mon temps, ma mère, lorsque nous avait amené une télé, je ne mets pas trop la télé, mais elle nous mettait des dessins animés, je ne sais pas quand, on restait avec mes frères. Et lorsque mon frère avait soif, voulait boire, alors il appelait la fille chez nous pour lui amener à boire. Alors ma mère disait, mais toi tu es à côté de lui, va cours lui apporter à boire. Alors c'était comme ça, ils ont éduqué que l'homme c'est lui le roi et les filles c'est les servantes. Bien que j'étais très adulée par mon père et par ma mère, mais c'était un esprit à l'époque. Je pense que maintenant il change dans les maisons où les parents sont éduqués, okay. Mais pas dans toutes les classes sociales malheureusement. Et c'est pour cela maintenant,
on vient de signer, l'Université libanaise, je trouve ça c'est quelque chose de très important, une collaboration avec Bahsat, c'est une association interdisciplinaire dont je fais partie. Donc mon université, l'Université libanaise, a signé avec nous un accord pour propager l'étude du genre, Partout le au Liban. gender, partout au Liban. Wow. Donc dans les écoles publiques, par exemple? Partout, oui. Maintenant, je ne sais pas comment on va essayer, D'accord. mais on avait organisé un colloque il y a une vingtaine d'années, moi et deux, trois de mes collègues, autour de ça. Et puis moi, je voulais créer un centre de recherche sur les études féminines en collaboration avec mon université. Mais à cette époque-là, il y a 30 ans de là, les esprits n'étaient pas préparés. Maintenant, les esprits sont mieux préparés. D'accord. Parce que c'est toujours, il faut voir l'époque aussi. D'accord. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de l'égalité femmes-hommes au Liban? Quelles seraient les solutions pour un Liban paritaire de manière individuelle, mais aussi de manière gouvernementale? Commençons par individuellement. Qu'est-ce que moi, par exemple, un citoyen libanais de tous les jours, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation paritaire? C'est-à-dire, vous, seul comme ça, vous ne pouvez pas rien faire. Mais c'est l'éducation, on vient de le dire. C'est-à-dire, c'est le rôle de l'éducation. Puisque si c'est une personne ou deux personnes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais lorsque c'est une masse, c'est une génération qui a été éduquée et formée de la sorte, elle peut faire beaucoup. Il n'y a pas une éducation civile dans les écoles. D'accord. C'est-à-dire, il y a beaucoup à faire dans les programmes scolaires. Moi, j'ai travaillé avec le CFDP, lorsqu'on a renouvelé les programmes après la guerre de 75. Et j'ai introduit sur la thématique du féminin, sur le féminisme. Alors, dans ces manuels scolaires, vous trouvez ma place, ma trace. Oui, mais c'est pas suffisant uniquement. Il faut généraliser sur toutes les matières. Il faut qu'il y ait des cours sur l'éducation civique, d'autres sur l'éducation sexuelle. Il faut qu'il y ait d'autres sur le gender. Maintenant, c'est génial, parce qu'il y a beaucoup de ONG maintenant qui travaillent sur ça. D'accord. Okay. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, n'importe quoi? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Peu importe ce que c'est. C'est-à-dire, le message que j'ai à faire passer, c'est comment je conçois pour l'avenir. Alors vous êtes pour moi le vrai échantillon. Lorsque je trouve un jeune homme libanais comme vous s'intéresser pour faire un site et commencer par le féminisme. Donc ça, je trouve, on peut espérer en l'avenir de la jeunesse libanaise. Et je vous félicite. Merci. Et je vous remercie pour l'entretien. Merci à vous, c'était un énorme honneur.